Toutes les mères ont leur enfant à leur côté, tous les jours. Moi non. On m'a arraché ma fille. C'est le mot, arraché. L'histoire d'Isabelle semble à peine croyable. Quand elle a dénoncé les violences de son ex-conjoint sur sa fille, un juge lui a retiré la garde. L'enfant vit aujourd'hui chez son père, alors même qu'il a été accusé de maltraitance. Au tribunal, l'enfant raconte ce que son père lui a fait. Mais personne ne prend en compte la parole des enfants. Au contraire, les juges disent que c'est faux, que la mère manipule l'enfant pour qu'il aille dans son sens. Et à la fin, la justice t'enlève ton enfant. Cette situation existe un peu partout en Europe. Mais en Espagne, les mères s'organisent et ont décidé de se battre. Isabelle a créé une association pour défendre les mères comme elle, privées de leurs enfants. Juge et patriarcat, dégagez du tribunal! Pour Isabelle, le cauchemar dure depuis 13 ans. Dès le réveil, sa fille occupe toutes ses pensées. Dîner sans elle, déjeuner sans elle. Je me demande tout le temps, comment va-t-elle? Que fait-elle? Et si elle a besoin d'un conseil? Pendant plusieurs mois, la mère et la fille ont été totalement séparées. L'enfant a disparu de son quotidien. C'est comme si on m'arrachait une partie de ma vie. Un enfant, c'est une partie de toi, non? Aujourd'hui, Isabelle peut recevoir sa fille chez elle un week-end sur 2. Le reste du temps, la chambre de l'adolescente est vide, car elle vit chez son père. Quand elle avait 3 ans, on m'a imposé une garde partagée. Je savais que quand elle était avec lui, son père, l'autre, donc je savais que ma fille vivait la moitié du temps chez son agresseur présumé. Comment voulez-vous vivre sereinement? Après sa séparation, la vie d'Isabelle a basculé. Sa fille a alors 3 ans et demi. Elle lui révèle que son père lui fait subir des attouchements. Un jour, elle m'a tout raconté. Le lendemain, je l'ai amenée aux urgences, dans une unité spécialisée pour les enfants. Ils ont interrogé ma fille, l'ont examinée pour voir s'il y avait des séquelles corporelles. Et elle a tout dit, de façon très claire. Elle a même précisé, je me souviens, qu'il lui avait fait mal avec ses ongles. C'est-à-dire que quand son père lui faisait des choses qu'elle n'aimait pas, il lui faisait mal avec ses ongles. Les médecins alors ont rédigé un rapport mentionnant un possible abus sexuel. Malgré ce rapport médical, aucun expert des services sociaux ne prend ce témoignage au sérieux. Au contraire, le système va se retourner contre Isabelle. La première personne que j'ai rencontrée ensuite à l'hôpital a été une travailleuse sociale. Elle a été très claire. Elle m'a dit « Vous me servez le même discours que beaucoup d'autres mères. Vous savez que certaines femmes inventent ce genre d'histoire pour obtenir des choses contre leur mari devant le juge ?
Voilà, c'est ça qu'elle m'a dit. Sur la base de ces expertises, qui nient tout inceste, le juge décide d'une garde partagée. 3 ans plus tard, Isabel fait constater des coups sur sa fille aux urgences. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est à ce moment qu'on lui retire la garde. Ce jour-là a été très douloureux. Je suis rentrée du tribunal et j'ai dû dire à ma fille « Demain, tu vas à l'école et c'est ton père qui viendra te chercher ». Ça a été terriblement brutal. Ça a été le coup le plus dur qu'on nous a infligé à toutes les deux. Isabel a même été déchue de l'autorité parentale. Le juge lui interdit d'emmener sa fille chez un médecin. Au fil de son calvaire, elle découvre qu'elle n'est pas un cas isolé. Bonjour. Grâce à sa psychologue. Ça fait si longtemps. Assieds-toi là. Comment ça va? À chaque fois que tu racontes ton histoire, c'est comme si la plaie se réouvrait. Tu vois dans quel état ça me met. Oui, tu connectes tout de suite à tes émotions. Je vois qu'on a encore un peu de travail. Tant que ma fille ne sera pas avec moi, je crois que c'est le cas de toutes les mères comme moi. Tant que nos enfants ne seront pas libres, ça nous quittera jamais. Dès sa première séance, Isabel a compris qu'elle avait été victime du SAP, le syndrome d'aliénation parentale, un concept appliqué dans les tribunaux de nombreux pays, dans les affaires d'inceste et de violence sur les enfants. Pourtant, le SAP n'est pas reconnu par l'OMS et massivement rejeté par la communauté scientifique. Cette théorie a été créée par un psychiatre. Il a développé la théorie du syndrome d'aliénation parentale, selon laquelle un des 2 parents pouvait manipuler l'enfant. Mais dans la pratique, dans toutes les sentences, le SAP ne s'est appliqué qu'aux mères. Pour les mères qui persistent dans les accusations d'abus sexuels, l'inventeur du SAP préconise des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la prison. Plus les mères tentent de protéger leurs enfants, plus la justice s'acharne contre elles. À la violence de leur ex-conjoint s'ajoute celle de l'institution. Et moi, quand je reçois ces mères et qu'elles me racontent leurs histoires, je trouve ça tellement injuste. En plus, dans ce système, on est sans défense face à la justice. Rien n'est filmé. Donc c'est facile de dire qu'on est folle. On n'a qu'une envie, c'est de se jeter par la fenêtre. Tu imagines réellement rester 3 ans sans pouvoir voir ta fille? Ils nous ont détruites au plus profond de nous. Ils m'ont brisée. Dans leur combat, les mères privées de leurs enfants ont remporté une première victoire en 2021. Une loi interdit d'utiliser le SAP. Mais le texte laisse une marge d'interprétation aux juges qui continuent à l'utiliser. Aujourd'hui encore, un père jugé pour violence garde son droit de visite dans près de 9 cas sur 10. Faire changer la loi est devenu le combat d'Isabel. Nous devons nous battre pour que la justice change. Je veux qu'on obtienne une loi qui oblige les juges et les experts auprès des tribunaux à prendre en compte la parole des femmes et des enfants. Il faut prendre conscience des violences qu'ils font subir aux enfants. Dans toute l'Espagne, les mères protectrices s'organisent. Et pour la première fois, les enfants privés de leur mère prennent la parole publiquement.
Samuel Sebastian a 48 ans. Il habite dans ce quartier du centre historique de Valence. À 2 pas de l'appartement où il garde les plus beaux souvenirs de sa petite enfance. Il a vécu ici seul avec sa mère, après qu'elle a quitté son père pour fuir les coups. C'est ici que j'ai grandi pendant un temps. Vous voyez l'appartement là, avec les volets baissés. Pour moi, cet endroit est important parce que ici, je me sentais heureux avec elle. Elle avait enfin quitté l'ambiance toxique de mon père. Mais peu à peu, le fils s'éloigne de sa mère. Il est élevé par son père et ses grands-parents paternels. La mère de Samuel fait face à un clan soudé qui refuse qu'elle voie son fils. Le plus cruel pour moi, c'est qu'ils ont réussi à créer un tissu de fausses vérités. Et je ne pouvais bien sûr pas le savoir. Mais ensuite, j'ai vérifié ces informations et je me suis rendu compte que tout était faux. Ils disaient par exemple que ma mère se prostituait, qu'elle m'avait abandonné. Ils ont inventé un passé qui n'avait jamais existé. Et à cause de tout ça, je ne voulais plus être avec ma mère. Elle me faisait peur. Ma mère n'a rien pu faire contre eux. Et moi non plus, en fait. Mais à l'âge adulte, la vérité éclate. Samuel découvre son acte de naissance. À ma naissance, c'est ma grand-mère paternelle qui m'a déclaré à l'état civil. Ça se faisait à l'époque. Et ma grand-mère a bien écrit le nom de son fils à la place du père, mais dans la case mère, elle a mis son propre nom, pas celui de ma mère. Et moi, quand j'ai découvert ça, j'étais sous le choc. Je me suis rendu compte que la violence existait dès le début. Que dès ma naissance, ils avaient invisibilisé, humilié et insulté ma mère. Quand il renoue avec sa mère, il est trop tard. Elle souffre d'un cancer. Dans un documentaire, il filme ses derniers instants avec elle. Aujourd'hui, Samuel s'est lancé dans l'écriture d'un livre pour raconter l'histoire de cette séparation forcée. Je veux rendre justice à ma mère. Je veux montrer qu'au fil des générations, nous sommes beaucoup à avoir souffert de cette violence. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Je ne pourrai pas rattraper le temps que j'ai perdu avec elle par le passé. Tout ce que je peux faire, c'est essayer d'apaiser ma douleur. Dans son travail de reconstruction, Cielo, Samuel a fait une rencontre qui a changé sa vie. comment ça va? Ça va très bien. Cielo Alvarez est psychologue. Dans son association, elle accompagne les femmes et enfants victimes de violences comme Samuel. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Toi, tu as su détecter ce qui m'était arrivé. Moi, je savais plus ou moins comment mon père s'était comporté avec ma mère. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne veux plus jamais le voir. Oui, c'est comme s'il était mort. Oui. Mais quand tu m'as dit que j'avais été victime de violences vicariantes, ça a été une révélation. Comme le père de Samuel, après une séparation, beaucoup d'hommes maltraitants utilisent les enfants pour atteindre leur ex-femme. C'est ce que les psychologues appellent la violence vicariante. On parle de violence vicariante parce que ton père t'a utilisé. Comme il ne pouvait plus s'en prendre à ta mère directement. C'était une façon de prolonger la violence. Nous, chez Alana, nous voulons aussi remettre les enfants au centre du débat sur les violences de genre. Ce sont ceux qui sont condamnés à subir la violence sans pouvoir se défendre.
On les arrache à leur mère et on les confie à leur agresseur qui continue de les faire souffrir. C'est très triste. C'est horrible. Je t'aime beaucoup, tu sais. Moi aussi, je t'aime beaucoup. On se tient au courant. Si Chelo Alvarez connaît si bien l'histoire de Samuel, c'est qu'elle a elle-même subi la violence du père de ses enfants. Il y a 22 ans, elle a fondé Alana avec d'autres victimes. On a créé Alana à une époque où il n'y avait même pas de loi contre la violence faite aux femmes. Nous sommes un refuge. Ici, on dit aux femmes, nous sommes avec toi et comme nous avons vécu la même chose, nous te comprenons et nous allons t'accompagner, chacune dans sa spécialité. Cette structure est unique en Espagne. Elle a permis d'accompagner 18 000 femmes depuis sa création. Bonjour, comment ça va? Bien? Chaque matin, l'équipe se retrouve pour faire un point. Mais la réunion est rapidement interrompue. Alana, bonjour. Oui, je vous la passe tout de suite. Une femme, victime de violences par son conjoint, appelle à l'aide. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Mal? Ok. On va t'aider pour pouvoir accélérer les démarches le plus vite possible. Je vois tout ça et te rappelle dans la journée, d'accord? Je t'embrasse. Cette mère au téléphone ne voit plus son fils depuis 1 an. Patrie, j'aimerais te parler de la femme qui vient d'appeler. C'est elle qui nous a écrit hier. On lui a retiré la garde de son bébé l'an dernier. Il n'avait que 13 mois. Et en plus, elle l'allaitait. Et depuis tout ce temps, le bébé est avec le père maltraitant. C'est le point de départ d'une prise en charge intégrale. Patricia, la juriste, Andrea, la travailleuse sociale, et Carmen, la responsable des ateliers d'art-thérapie, vont l'aider dans tous les aspects de sa vie. Ces professionnels sont toutes d'anciennes victimes. Bonjour Gabi, entre. Carmen a été séparée de son enfant. Après avoir été aidée par l'association, elle anime les ateliers d'art-thérapie. Aujourd'hui, je vous propose de faire une main de Fatima. Dans la religion musulmane, Fatima était la fille de Mahomet. On va parler de l'art islamique en Espagne. Beaucoup de ces femmes ont vécu leur processus judiciaire comme un calvaire. Leur parole est souvent mise en doute, malgré les violences qu'elles ont subies. L'atelier de Carmen est un refuge où elles peuvent reprendre confiance. La plupart d'entre nous avons été rejetés par la société, par notre famille. Nous nous sommes sentis jugés. Nous avons besoin d'un endroit comme celui-là pour nous sentir réconfortés. On consacre tout notre argent à nos enfants pour qu'ils se reconstruisent. Et on se retrouve sans rien. On ne peut pas se payer un psy. Alors grâce aux associations comme Alana, on a accès à une thérapie et un psychologue gratuit. Et c'est ce qui nous permettra de nous en sortir. Parce qu'on va s'en sortir, croyez-moi. Et on en sortira plus forte. Tu pars au tribunal alors? Oui, c'est le dernier jour du procès. Allez, bon courage, Andrea. Merci. Chez Alana, l'accompagnement se fait jusque dans le bureau du juge. Andrea n'est pas avocate, mais travailleuse sociale. Ce matin, elle a rendez-vous avec une jeune mère au tribunal de Valence. Je t'attends de l'autre côté du tribunal. Daniela a porté plainte contre le père de sa fille pour coups et blessures. Alors, comment tu te sens? Ouf, je veux que tout ça s'arrête enfin.
Je ne veux pas forcément qu'il aille en prison, mais je voudrais qu'il ait au moins du travail d'intérêt général, qu'il soit condamné. Aujourd'hui, le procès touche à sa fin, après 2 ans et demi. Dès le premier jour, tu as été à mes côtés. Ça m'a énormément rassurée. Ça m'a vraiment tranquillisée et sécurisée. Dans un procès, on remet en question les accusations de la victime. On vérifie, on enquête sur son récit, et elle doit raconter à nouveau ce qu'on lui a fait. Elle se sent revictimisée. Et parfois, l'autre partie remet en cause ce qu'elle dit. Alors, notre présence permet de remettre les choses à plat dans sa tête. On lui dit « Tu es là parce qu'il t'a fait ça. Tu ne mens pas. Tu dois continuer et tu n'es pas seule. » Daniela espère qu'elle ne devra pas partager la garde de sa fille avec son ex-conjoint. Souvent critiqués, les juges espagnols refusent de s'exprimer publiquement. Pascual Ortuño vient de prendre sa retraite, mais il reste une référence en matière de justice familiale dans tout le pays. Il réfute les accusations des mères protectrices. Si on regarde la jurisprudence, depuis 2012, plus aucune sentence ne mentionne le SAP, sauf quand le tribunal dit que ce concept n'existe pas. Pourtant, selon les associations, le syndrome serait toujours appliqué mais sans être nommé. Pour Pascual Ortuño, ces préjugés sur les mères sont plutôt liés au manque de moyens dans la justice familiale en Espagne. Dans notre pays, on manque cruellement de formation. À l'école, les juges ne peuvent pas se spécialiser dans le droit de la famille. Et quand ils commencent à exercer, beaucoup ne savent rien des enfants, ils ne connaissent que leurs frères et sœurs ou leurs neveux et nièces. À la sortie du tribunal de Valence, c'est le soulagement. L'ex-conjoint de Daniela doit respecter une mesure d'éloignement pendant 2 ans. Il n'a aucun droit de visite sur sa fille. C'est fini. Maintenant, tu commences une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie pour toi, pour ta fille. Maintenant, vous pouvez avancer. Comme Daniela, 1000 femmes sont en ce moment accompagnées par l'association Alana. Dans la banlieue de Madrid, Isabelle a été invitée à participer aux journées contre la violence. Merci à toutes d'être venues. Je sais qu'en plus, certaines viennent de loin, comme Isabelle Hervas du réseau de mères protectrices. C'est encore le père de famille qui a tous les droits. Et le simple fait d'être une femme nous enlève tous nos droits. Isabelle est devenue le visage du combat des mères protectrices dans toute l'Espagne. Prochaine étape, convaincre le gouvernement. Tous nos efforts, toutes ces nuits blanches sans dormir, à envoyer des lettres un peu partout, ça commence à payer. Certaines institutions commencent enfin à parler du problème. Tu sais qu'hier, la ministre est venue à notre débat sur la violence vicariante. Quelle ministre? La ministre de l'Enfance. Ah bon? J'espère vraiment qu'elle pourrait nous recevoir. Mais ça va être difficile. Partout en Espagne, les consciences s'éveillent. Ce matin, Samuel se rend dans un village de la région de Madrid. Sur ce compteur, on peut voir le nombre de femmes tuées par leur conjoint depuis le début de la loi en Espagne, il y a 20 ans. Aujourd'hui, on prend aussi en compte les enfants victimes de violences vicariantes. Il y a 1293 femmes et 62 enfants assassinés. Pour son livre, Samuel souhaite recueillir le témoignage de Fran.
Fran, comment ça va? Très bien, et toi? Je suis content de te voir. Son enfance a été marquée par la violence de son père envers sa mère. Est-ce que tu étais conscient de cette violence? Et est-ce qu'elle a toujours existé dans ta famille? Écoute, je me souviens d'une scène par exemple. On était à table, le ton montait entre mes parents. Mon père a pété les plombs et a voulu étrangler ma mère. Raconter tout ça, c'est dur. Pour toi et pour moi, ce sont des événements très difficiles à dépasser. Les séquelles sont là. On dit que celui qui a été blessé dans son enfance aime quand même ses parents toute sa vie, mais qu'il ne peut plus s'aimer lui-même. Oui, c'est vrai. Tu sais, moi, par exemple, j'ai eu des pensées suicidaires. Et j'ai toujours eu le sentiment que je n'avais rien à faire là, sur Terre. Il fallait que je m'enfuie. Je croyais que si je m'enfuyais, je pourrais être heureux. Parce que je ne serais plus obligé d'assister à toute cette violence. Mais je crois qu'en partageant nos expériences, on pourra améliorer la situation. Et ça ne sera pas simple. Allez, je t'embrasse. Il y a 20 ans, grâce au témoignage des femmes, l'Espagne avait pris conscience de l'ampleur de la violence conjugale dans la société. Aujourd'hui, avec son livre et la libération de la parole d'autres anciens enfants victimes, Samuel espère aussi faire avancer les choses. À Madrid, c'est le grand jour pour Isabel. Après des mois de mobilisation, elle a enfin rendez-vous au ministère de l'Enfance. Sandra Garmendia, la directrice des droits de l'enfant, l'a invitée à rejoindre le nouveau comité d'experts pour l'élimination du syndrome d'aliénation parentale. Moi, j'avais 2 procès contre le père en cours. Et ça ne les a pas empêchés de lui confier la garde exclusive de ma fille. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. On est nombreuses. C'est très fréquent. Donc je voudrais soulever la question de l'évaluation des risques. Quel expert peut confier la garde exclusive de l'enfant à son agresseur présumé? Pourtant, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Cette réunion se veut le point de départ d'une série de changements législatifs. Dans ce ministère, nous voulons que ça se sache. Les mères protectrices sont criminalisées. La loi est bonne, mais il faut l'appliquer dans 100% des cas. La loi est très claire. On ne peut pas accorder de droit de visite s'il y a le moindre indice de violence. Merci à toutes. Vraiment. Ça m'aide vraiment beaucoup sur le plan émotionnel et psychologique. Qu'il y ait des gens comme vous ici. Quoi qu'il arrive, on sera toujours là. Pour la première fois, l'institution reconnaît la violence qu'elle a exercée sur les mères comme Isabel. Le combat d'Isabel va se poursuivre, avec toujours en tête sa fille, bientôt majeure. Quand elle avait 6 ans, je suis allée la récupérer chez son père. Elle m'avait fait un dessin de ma couleur préférée, le jaune, qui disait « Tu es une maman exceptionnelle » ou quelque chose comme ça. Et quand je vois tout ce combat ces dernières années, je pense que ma fille sera fière de moi. Si le projet du ministère de l'Enfance aboutissait, l'Espagne pourrait être une fois encore à la pointe de la lutte contre les violences faites aux femmes. À ce jour, aucune loi ailleurs en Europe n'interdit l'utilisation dans les tribunaux du syndrome d'aliénation parentale.